ប្រវត្តិរបស់ហួតបូផាណាអាយុ25ឆ្នាំភេទស្រីជាតិខ្មែរមានគ្រួសារកើតនៅសង្កាត់លេខ3ក្រុងភ្នំពេញអតីតលេខាធិការអង្គការមនុស្សធម៌ VYA បច្ចុប្បន្នអង្គការចាប់ខ្លួន Ce sont ses lettres. Et là, les lettres de son mari. Je ne me suis pas trompé. C'est certain, c'est ma nièce. Et elle, c'est bien ma nièce. On l'appelait Mom. C'était son petit nom. Son nom d'état civil était Hut Bopana. Quand elle allait au lycée, elle avait un visage rond. Quand nous nous sommes rencontrés en 1975, à la chute de Phnom Penh, elle avait les joues creuses. Elle était soucieuse, elle avait perdu sa famille. Nous étions tristes. On n'osait pas se regarder dans les yeux. Nous avions tous les deux la gorge serrée. Nous ne pouvions pas nous parler. Puis elle m'a quitté pour aller à Phnom Penh et je lui ai dit au revoir. Nous n'avions pas pu nous parler car les miliciens Shlok nous épiaient. Ils étaient là, tout près de nous. Je m'apprêtais à lui dire de venir vivre avec moi. Je n'ai pas osé. J'avais peur des miliciens. Ils pouvaient nous tuer tous les deux. Alors on s'est séparés sans oser se dire un mot. Dès que j'ai vu la photo, j'étais terrorisé. Elle était à Bahreïn et elle est venue mourir ici. Je ne peux plus rien dire. Dans les régimes totalitaires, l'horreur de la terreur est qu'elle règne sur des hommes et des femmes privés de leur destin. Au Cambodge, les Khmers rouges ont incarné de 1975 à 1979 cette politique déliée de toute référence humaine. Dans le Kampuchea démocratique de Pol Pot, il ne faut regarder ni à droite ni à gauche, mais seulement devant soi. Et par surcroît ne rien y voir si l'on tient à rester en vie. La folie des hommes a fait ainsi de Bopana une héroïne de la tragédie cambodgienne. Sa révolte incessante, sa beauté troublante sont intolérables au bourreau de ce peuple. Bopana a vécu dans un Cambodge où l'amour est un outrage à la pureté révolutionnaire. C'est une enfance paisible et insouciante que connaît Bopana, à Kampong Thom, capitale de la province du même nom, à une centaine de kilomètres au nord de Phnom Penh. Au bord de la rivière Seine, la maison familiale, plutôt agréable, vit au rythme des jeux d'enfants. Parmi eux, Licita, un cousin. Le père de Bopana,
Hu Cheng, instituteur, s'est pris d'affection pour ce neveu, un enfant pauvre des rizières. Lui, c'est mon fils Sita. Elle, c'est Môme, ma belle-fille. Sita était moine et enseignait le bouddhisme à la pagode Wat Po. Quand il a été défroqué, il s'est mis avec ma belle-fille Môme. Quand il avait 4 ans, M. Cheng, le père de Môme, l'a emmené avec lui et l'a élevé comme son fils. Après l'avoir inscrit sous son nom à l'état civil, il l'a envoyé à l'école. Pendant ses études, sa tante est décédée. L'instituteur Cheng s'est remarié, puis la famille a éclaté. Mon fils est parti se faire moine à Phnom Penh. Il y vivait en paix. En 69, il est revenu pour me dire au revoir. Il m'a dit qu'il allait partir à l'étranger avec des amis. Il avait déjà les billets. Puis, il y a eu les événements. Il est resté coincé ici jusqu'en 71-72. Moi, j'ai fui la guerre. J'ai perdu mon fils. Il est retourné à Phnom Penh. 18 mars 1970. Coup d'État du général Lon Nol contre le prince Norodom Sihanouk. La région de Baraï, où est né le père de Bopana, devient rapidement un enjeu féroce entre les forces gouvernementales et les Khmers rouges. Victimes d'exactions, les villageois se réfugient dans les pagodes pour l'instant épargnés, ou rejoignent les Khmers rouges à l'appel du prince Sihanouk. Le Cambodge sombre dans les horreurs de la guerre civile. Dès le début de la guerre, Bopana vit un drame. Son père, devenu chef de district, est tué par les Khmers rouges dans une embuscade sur la route de Baraï. Les combats gagnent les environs de Kampong Thom. Bopana doit abandonner la maison familiale. Elle n'a plus de nouvelles de Licita. Kampong Thom, devenue une ville de garnison, est peu à peu désertée par ses habitants. Bopana, qui se retrouve seul avec 2 petites sœurs, s'installe au premier étage d'un immeuble austère qui borde le marché. Il y a encore quelques mois, au petit matin, c'était le rendez-vous quotidien des paysans. Mais en ce temps de guerre et de sang, les salves de roquettes des maquisards fauchent des vies au hasard. Les soldats gouvernementaux, indisciplinés et brutaux, font régner la terreur. Les enlèvements dans la rue de jeunes filles que l'on viole. Depuis sa fenêtre, Bopana regarde longuement ce marché et ces rues sans âme pour supporter la solitude et l'enfermement qui le pressent. Elle s'inquiète aussi des avances pressantes d'un sergent du 11e régiment, du nom de Prak Saline. Un après-midi, Bopana est alité à cause d'une forte fièvre. Ses petites sœurs jouent au rez-de-chaussée. Les soldats de Lon Nol faisaient des rafles dans ces immeubles. Ils attrapaient les jeunes filles et les violaient. Ils prenaient aussi les biens des gens. Tout cela existait. Ils ont vu que cette fille-là était jolie. Alors ils sont venus avec des fusils et des grenades. Ils ont laissé une grenade dans un coin, puis ils l'ont accusée d'être un agent Khmer rouge. En fait, ils avaient l'intention de la violer. Alors ils inventaient des preuves pour que leur commandement puisse constater. En réalité, ils violaient la fille, puis ils posaient une grenade là, avant d'aller raconter une histoire à leurs supérieurs pour qu'ils viennent constater que cette fille-là était une ennemie infiltrée.
Le désespoir s'empare de Bopanna dès les premiers signes de grossesse. Elle ne sait à qui confier sa douleur. Bopanna décide de se suicider en avalant des médicaments. À l'hôpital, la mère et l'enfant sont sauvés. Bopanna et ses sœurs quittent Kampong Thom en janvier 71, grâce à l'intervention de parents installés à Phnom Penh. C'est l'arrachement à la terre natale. Bopanna a 20 ans. Arrivé dans la capitale, Bopanna découvre que la guerre a gangréné l'ensemble du Cambodge. Mais ce qui l'obsède, c'est la naissance de l'enfant. Elle vit cloîtrée jusqu'à l'accouchement. Ce sera un fils. Fille-mère, elle sera rejetée. Bopanna multiplie les démarches pour trouver du travail. Les portes se ferment les unes après les autres. C'est un avenir improbable qui commence. Pour survivre, elle décide avec sa sœur aînée de vendre du riz et des gâteaux sur les marchés. De maigres revenus dans une ville en proie à la corruption et à la spéculation du marché noir. Au début de 1973, Bopanna est admise dans un centre d'aide réservé aux veuves. Il a été ouvert par Goatana Anders, dont le mari est responsable des opérations aériennes américaines. Bopanna suit une formation de couturière dans cette organisation humanitaire dont la présidente Khmer la remarque. Elle s'attache à la jeune femme. Elle propose à Bopanna de travailler dans les camps de réfugiés. Fuyant les combats et les bombardements américains, 300 000 Cambodgiens, jetés sur les routes, découvrent la détresse des bidonvilles de Phnom Penh. En mai 1974, lors d'une crémation à la pagode Lanka, Bopanna aperçoit Licita parmi les bonzes. Après des années de silence, Bopanna retrouve son cousin, son frère adoptif, le crâne rasé, revêtu de la robe safran. À la fête des morts, en septembre, Bopanna retourne à la pagode. Licita a disparu. Depuis le début de la guerre, il se déplace fréquemment entre les zones Khmer Rouge et Phnom Penh. Bouleversé par les bombardements subis par les paysans de Baraï, devient-il un sympathisant de la Révolution, comme son cousin Sat, qui a rejoint très tôt les rangs communistes. Durant la guerre, il y avait des moines qui venaient étudier ici, d'autres cherchaient des renseignements. C'étaient des sympathisants politiques. Je parle là de la pagode de Saravan. Parmi les réfugiés qui sont venus ici, certains étaient neutres, d'autres faisaient de la politique. On ne savait pas qui. Ils vivaient là, le long de l'enceinte. Ils se construisaient de petites cabanes en feuilles de palmier. Il y avait des sculpteurs sur argent qui sont venus de Cochin. D'autres vendaient des petites choses. Chacun se débrouillait selon ses possibilités. Ils étaient des milliers. Selon mon estimation, plus de 2000. Ils vivaient là, partout dans la pagode. Au début de la saison sèche, fin 1974, l'armée cambodgienne est démoralisée. Depuis des mois, les soldes n'ont pas été versés ou sont détournés par les généraux. Quelques poches gouvernementales résistent encore, près de Phnom Penh. La capitale sombre peu à peu dans le chaos. La population vit dans la terreur des obus. Le gouvernement est en fuite. Dans la matinée du 17 avril 1975,
de petits hommes en noir entrent dans Phnom Penh. Ce sont les Khmers rouges, une armée de paysans, en majorité des adolescents disciplinés, au visage fermé. Ce même jour, c'est l'évacuation de la capitale. Pour 3 jours, disent-ils. Les Américains vont bombarder la ville. Il ne faut rien emporter. Ankar, l'organisation invisible Khmer Rouge, va s'occuper de tout. À la stupéfaction succède la résignation. Près de 2 millions de Cambodgiens se dispersent sur les routes vers les campagnes. Avec sa grand-mère, Bopana prend la direction de Kampong Thom. Son fils n'est pas avec elle. Au Nouvel An Khmer, 2 jours avant l'arrivée des Khmers rouges, elle l'avait confié à sa sœur aînée. Le Cambodge du frère numéro 1, Pol Pot, sombre dans les ténèbres de l'ignorance, dans le royaume de la mort, comme l'avait annoncé la terrible prophétie Potomnaï. Il y aura des maisons sans habitants, des rues sans passants. On se battra pour un grain de riz collé à la queue d'un chien. Pendant cette marche épuisante, les déportés, appelés le nouveau peuple, sont soumis à des fouilles successives, des interrogatoires sur le passé, parfois suivis d'exécutions sommaires. Bopana et sa grand-mère s'arrêtent à Baraï, avec 150 familles de Phnom Penh. Les 2 femmes vivent sous la maison de paysans, ceux de l'ancien peuple, chargés de les espionner jour et nuit. Bopana change de nom, comme des millions de Cambodgiens. Elle reprend son petit nom, Môme, Môme la Blanche, comme la surnomme le villageois. Elle doit couper ses cheveux et s'habiller de noir. Bopana est soumise à des journées de travaux forcés qui se prolongent parfois au-delà de minuit par des réunions d'autocritique. Licita revient à Romlong, son village. Il est défroqué en juillet 75. Il retrouve son cousin Sat, un cadre Khmer rouge, qui l'emmène pour s'occuper des élevages du ministère du Commerce. À Phnom Penh, Licita, devenue camarade d'Eth, apprend que Bopana vit à Baraï. Lors d'une mission, il s'arrange pour la revoir. Avant, Sita et Mom étaient cousins. Ils allaient à l'école ensemble. Quand le pays est entré en guerre, ils ont été séparés. Quand ils se sont revus en 1975, j'ai réuni ma fille Mom et mon fils Sita dans un destin commun. Ils se sont unis seulement en 1975. Ils s'aimaient très fort. Au début, ils s'aimaient comme cousin-cousine. Et comme le pays allait mal, j'ai pensé à leur avenir. Je suis la plus vieille. Je suis leur mère. Je devais accepter de les unir pour qu'ils vivent ensemble. Bopana s'évade dans le monde imaginaire de l'épopée du Riemke. Mais il n'y a pas de place pour le rêve dans cette révolution. Lanka projette les Cambodgiens dans le néant. Il est interdit de s'écrire, de se déplacer. Il est interdit de se rencontrer, de s'aimer. Toute vie personnelle est bannie. C'est l'obéissance totale à Lanka. Révoltée par cette société de douleur, Bopana transgresse ses règles. Elle écrit à Licita de longues lettres d'amour, qu'elle signe du nom de Seda, l'héroïne du Riemke. Dans cette épopée, Seda est enlevée par le méchant Riep au 10 visages, qui tente en vain de l'épouser. Séquestrée, Seda ne cesse de penser à son mari Riem. C'est l'amour tragique dans les séparations. C'est l'attente de la délivrance. មនោសញ្ចេតនារបស់ខ្ញុំចំពោះប្តីខ្ញុំក្រោយពីបែកគ្នាអស់រយៈ10ឆ្នាំមកខ្ញុំទើបតែបានជួបគេនៅពេលនេះគឺនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានឈានមួយជំហានថ្មីទៀតមកដល់សម័យបដិវត្តន៍ឯចំណែករូបយើងទាំងពីរ
ក៏បានឈានពីភាពបងប្អូនមកជាប្រពន្ធប្តីក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អភ័ព្វដែលខ្ញុំប្រទះកាលពីឆ្នាំ1970និងភាពជូរចត់ផ្សេងដែលខ្ញុំប្រទះជាបន្តមកទៀតនេះបានបង្កើតជាភាពឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាក្នុងសន្តានចិត្តខ្ញុំរហូតដល់ឲ្យខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំបានស្លាប់បាត់ទៅហើយស្លាប់ទាំងកាយស្លាប់ទាំងចិត្តមួយថ្ងៃដែលកន្លងផុតទៅទឹកភ្នែកសេតាពុំដឹងជាស្រក់ប៉ុន្មានម៉ឺនសែនដំណក់ទេហើយមួយថ្ងៃដែលហួសទៅទុកសេតាក៏បន្ថែមមួយកម្រិតដែរអ្នកប្តីដឹងទេគ្រាន់តែសេតាជន់ដីបារាយភ្លាមមិត្តភ័ក្តិទាំងឡាយប្រាប់សេតាភ្លាមគេថាបងពុំមែនជាប្តីសេតាទេតែសេតាឃើញបងជាកម្មាភិបាលសេតាតោងបងវាថាសេតាកាន់នៅឯភ្នំពេញធ្វើសម្ផឹងទេបានជាធ្វើឲ្យចលាចលពេញបារាយព្រោះតែរឿងប្តីអោអ្នកប្តីនៅពាក្យច្រើនទៀតណាស់ដែលធ្វើឲ្យសេតាទឹកភ្នែកសេតាឈឺចាប់ណាស់មិត្តភ័ក្តិគេប្រាប់ខ្ញុំថាកុំអីគេមិនឲ្យខ្ញុំទៅលើកភ្លឺទេប៉ុន្តែគេថាទុកឲ្យខ្ញុំនៅបន្ទំសធ្វើអីយកវាទៅប្រើទៅហើយគេប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាគេច្រណែននឹងខ្ញុំព្រោះគេបដិវត្ត5ឆ្នាំតែគ្មានអាណាមួយបានប្តីដូចសេតាទេចុះសេតាម្ដេចក៏លើសវាអ្នកប្តីសូមមេត្តាប្រាប់សេតាឲ្យត្រង់មកថាតើហេតុអីបានជាបាត់យូរម្ល៉េះមិនមាននរណាមកយកសេតាសោះសេតាយល់ហើយថាកិច្ចការអង្គការមមាញឹកក៏ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃនៅបារាយសេតាត្រូវខាតអាយុ1ឆ្នាំសេតាខ្ពើមឆ្អើមដីបារាយណាស់ឆ្អើមដីបារាយណាស់ Ils se sont séparés puis se sont retrouvés. Chaque fois qu'ils se rencontraient, ils ne pouvaient rester ensemble qu'une nuit ou deux seulement, et pas des mois ni des jours comme les autres. Et Sita s'en allait. Mom retournait à Baraï, sa prison. Ils l'ont enfermé toute sa vie. Ils ne lui ont pas donné sa liberté. Ma fille, Mom, ils l'ont enfermée. Ils l'ont épiée toute sa vie. Chaque fois qu'ils se rencontraient, elle lui disait « Ne me laisse pas seule, ils me feront du mal. » Puis mon fils Sita lui disait « Je ne peux pas t'emmener avec moi. Si je pouvais, je t'aurais emmené. Je ne te laisserai pas souffrir ainsi. Attendons que le pays soit en paix. Nous nous reverrons et nous vivrons ensemble. Je souffre quand je parle d'eux. Je n'arrive pas à en parler. Ils s'aimaient très fort. Vous laissez vivre, ça ne rapporte rien. Vous éliminez, on ne perd rien, martèle les Khmers rouges. Bopana s'échappe parfois de cet enfer. Quand Licita veut la rejoindre, il s'arrête chez sa mère à Romlang, à 7 km de Baraï. Il envoie son petit frère prévenir Bopana. Elle quitte alors en cachette le village pour passer une nuit avec son mari. Un bonheur éphémère. Fin 75, c'est la collectivisation forcenée. Presque la totalité des Cambodgiens travaillent dans les rizières. Pourtant la famine est là. Les repas pris en commun ne sont plus que des marmites de soupe claire, de liserons d'eau et de quelques poignées de riz. À Baraï, les rumeurs courent sur le passé de Bopana. Sa séparation d'avec Licita l'éloigne un peu plus de la vie chaque jour. Épuisée par le travail, elle tombe malade. Les Khmers rouges lui injectent des remèdes fabriqués par de jeunes paysannes, les infirmières de la Révolution. Victime de douloureux abcès, Bopana est immobilisée. Désespérée, elle tente de se suicider. Enceinte de Licita, Bopana fait une fausse couche.
មកសេដាប្រពន្ធកំសត់ជាដំណឹងបងព្យាយាមសួរដំណឹងពីអូនគ្រប់ពេលបងព្រួយណាស់ពីសុខភាពអូនតើអូនយ៉ាងម៉េចបានជាទៅលេបថ្នាំដល់ថ្នាក់នឹងតើឥទ្ធិពលថ្នាំទាំងនោះនាំឲ្យយើងមានកូននឹងគេទេអូនចំគួតលុះណាតែប្តីផ្លាស់ឈ្មោះថាខ្មោចដែកទើបអូនធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់បានបងស្គាល់សមុទ្រទឹកភ្នែកអូនណាស់ក៏ដូចអូនស្គាល់ភ្នំភ្លើងជីវិតបងដែរសេដាមាបងជឿចិត្តបងចោះអូនសម្លាញ់បនអាព្រីនៅបារាយវាចំពាក់បំណុលជីវិតយើងតែកលៈទេសៈនេះវាមានឧបករណ៍អេគីបប៉ាទីវាបងនឹងព្យាយាមរកអ្វីដែលអាចទារបំណុលវាវិញបានជីវិតយើងទាំងពីរអភ័ព្វណាស់ញាតិមិត្តធ្លាប់រាប់អានតែងសួររកអូនបងស្ទើរក្អួតឈាមឈឺចាប់ណាស់តែតស៊ូសិនអូនបងសូមរំលឹកម្ដងទៀតថា Our world is changing ចូលអូនថែខ្លួនកុំឲ្យឈឺស្កាត់បងសូមជូនសេដានៅកំណាព្យមួយដែល Shakespeare គាត់សរសេរនៅក្នុងរឿង Macbeth នេះឈុតទី1 When shall we two meet again in thunder lighting or in rain ឯមុំសូមគុំឧស្សាហ៍ស្លៀកសរងដែលបងឲ្យពេកកាលណាអូនស្លៀកវាព្រឹទ្ធីពេកកើចូលអូនគិតដល់សន្តិសុខរបស់អូនផ្ទាល់ផងបងសូមប្រសិទ្ធនាមថ្មីដល់អូនថាវាក្សិនីគឺវាក្សិនីរបស់បងចូលហៅបងថាពលណាមុំបងសូមជំពិតថ្ពាល់ពើពីចម្ងាយបងពេញចិត្តនឹងបទគេងយល់អង្រឹងនៅស្រោមសម្បត្តិអូនចូលអូនច្រៀងបទនាវាជីវិតដើម្បីរូបបងសូមអូនបានសុខគ្រប់ពេលពីប្តីរងកម្មដែតរបស់សេដានៅសម័យពលពតអាភាពដែលសាហាវជាងគេនេះគឺ Sous le régime de Pol Pot, ce qui était le plus cruel, c'est qu'ils arrivaient à créer la méfiance et la terreur. Quand les hommes n'ont plus confiance, ils ne peuvent plus rien faire. Ils attendent la mort un jour, puis l'autre. Même la nuit à la maison, on n'osait plus se parler, parce qu'on n'avait plus confiance entre nous. En plus, il y avait des gens qui nous écoutaient en cachette. Ils suivaient nos discussions sous la maison. Alors on n'osait plus rien se dire. On attendait. Si on était en vie, c'était une journée de plus. Si on venait nous chercher un soir, on devait y aller. C'était la fin. Ils ne nous disaient pas qu'ils nous emmenaient pour nous tuer. Ils venaient nous chercher pour aller étudier. Mais le mot étudier signifiait la fin. On ne revenait pas. Ne parlons pas d'aimer en secret. S'ils l'apprennent, ils nous emmènent pour nous tuer. Là où j'étais, il y avait une fille, pas là. Elle a juste chanté une chanson de l'Ancien Régime. Après le travail, la nuit, au repos, elle a chanté une chanson des années 60. Et ils l'ont emmenée, puis exécutée en pleine nuit. Après l'exécution, ils ont rapporté la pioche et ses vêtements tachés de sang. Ils nous ont convoqués pour une réunion pour que nous regardions les vêtements. Elle était une de ces impérialistes qui ne voulaient pas abandonner ses habitudes. Elle avait juste chanté, rien fait d'autre. Alors ne parlons pas d'aimer ou de se rencontrer. Le grand bond en avant, cela veut dire que dès leur victoire, ils peuvent tout détruire. Par exemple, ils détruisent la propriété privée et transforment la population en deux classes seulement. La classe ouvrière qui est dans les usines et la classe paysanne. Ils détruisent donc toutes les autres classes. Il ne reste que ces deux-là. Ils disent que leur pas en avant pour construire le socialisme à leur manière est plus rapide que dans les autres pays socialistes. Ils appellent ça l'extraordinaire grand bond en avant.
មកដល់បងជាទីនឹករលឹកចិត្តស្រីក្នុងលោកតើនាងបង្ហូរទឹកភ្នែកយ៉ាងណាទៅនៅពេលគេបំបែករូបនាងចេញពីប្តីសម្លាញ់របស់នាងដែលទើបជួបគ្នាបាន2រាត្រីខ្ញុំតែងទន្ទឹងមើលផ្លូវបងស្ដាប់ដំណឹងពីបងយ៉ាងសែនរន្ទឹងតែ80ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅហើយនៅតែគ្មានលក្ខណៈអ្វីប្លែកសោះខ្ញុំក៏បានដឹងបានយល់ច្បាស់ដែរថារូបបងព្រមទាំងគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាខ្វល់ខ្វាយណាស់អំពីរឿងខ្ញុំប៉ុន្តែធ្វើម៉េចនេះជាកម្មអកុសលរបស់យើងទាំងពីរធ្វើម៉េចបើខ្សែជីវិតរបស់ខ្ញុំជាជីវិតមាសជ្រែកខ្ញុំក៏ដឹងដែរថារស់នៅក្នុងដែនដីរំដោះនេះទោះនៅទីណាក៏ដូចជាទីណាដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះរូបខ្ញុំមួយការរស់នៅឯបារាយណ៍គឺដូចជារស់នៅក្នុងវងឆ្កែចចកដែលមិនចេះស្ដាប់ភាសាមនុស្សដែលមើលងាយមនុស្សមិនព្រមស្គាល់តម្លៃមនុស្សដែលចូលចិត្តតែហែកហួរគ្នាពីក្រោយខ្នងដូច្នេះខ្ញុំក៏ចេះតែយល់ថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងត្រូវរងគ្រោះរឹតតែធ្ងន់ពីសំណាក់មាសត្រូវនៅទីនោះជាមិនខានតើបងដឹងទេថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកភូមិបារាយណ៍គេនាំគ្នាខ្លាចរអារូបខ្ញុំណាស់មិត្តភ័ក្តិធ្លាប់រាប់អានក៏មិនសូវហ៊ាននិយាយរាប់រកខ្ញុំដូចពីដើមដែរពេលនេះបងអើយអូនគ្មានសង្ឃឹមទេអូនមិនអាចប្រឆាំងនឹងព្រំលិខិតព្រេងវាសនាមនុស្សដើម្បីជួបបងទេព្រោះជីវិតមនុស្សមានទីបញ្ចប់ពេលណាយើងដើរដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងត្រូវតែចប់អូនសូមអោបថើបបងលាបងពីចម្ងាយទាំងចិត្តខ្លោចផ្សាពីប្រពន្ធអភ័ព្វរបស់បងសេដាដែរមកប្រពន្ធសម្លាញ់បងស្ទើរឈួតអស់ហើយបងបារម្ភនឹងស្ថានភាពអូនណាស់បងធេងធងណាស់សពថ្ងៃរឿងហេតុយើងជាពិសេសរឿងអូនគេចោទអូនធ្ងន់ណាស់ពេលនេះបងលិតជង្គង់អង្វរអូនឲ្យតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងមួយរយៈនេះឯបងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងក្រសួងបត់បែនណាស់ភារកិច្ចបងត្រូវអង្គការដកចេញខ្លះហើយក៏មកតែពីបងមិនសូវធម្មតានរណារងគ្រោះដូចបងគឺឈានខុសមួយជំហានគឺមួយពូជបងវល់ណាស់គ្មានពាក្យប្រាប់អូនទេពេលនេះបងហូរទឹកភ្នែកច្រើនណាស់ពីមនុស្សរងកម្មដែរខ្ញុំមិនយល់រឿងបំបែកតាំងពីកូនទូច Je ne comprends pas pourquoi on sépare les enfants, les maris et les femmes. Je ne comprends pas pourquoi cette séparation. Même un petit enfant devait vivre à part. Je ne comprends pas ce point-là. Je ne comprends pas. Depuis que je suis née, jusqu'à mon âge aujourd'hui, je comprends des choses. Mais là, je ne comprends pas. J'ai presque 70 ans. Je dois comprendre certaines choses. J'ai l'habitude de comprendre comment un mari et une femme peuvent s'aimer, ce qu'est la famille, ce qu'est l'amour entre les enfants et les mères, ce qu'est l'amour entre mari et femme, comment les villageois et les voisins peuvent s'aimer. Nous savons tout cela. Pour cette époque-là, je ne comprends pas. C'est pourquoi je n'arrive pas à en parler. Quand il les emmenait, il leur disait de rassembler leurs affaires pour aller travailler sur une nouvelle terre, dans un nouveau village. Il les emmenait comme ça. Et ceux qui partaient ne savaient pas qu'ils allaient à la mort. Ils savaient qu'on leur demandait d'aller sur une nouvelle terre pour un nouveau travail, vers un nouveau village. C'est tout ce qu'ils savaient. Chaque famille était emmenée de cette manière. Elle, c'était 3 heures du matin, quand ils l'ont appelée pour l'emmener en charrette. Sa vieille grand-mère est aussi partie avec elle, en charrette.
À 3 heures du matin, nous, on devait aller au travail. Ils ont emmené les autres en charrette et nous, on partait au champ. Les gens emmenés étaient nombreux. Ce n'était pas 1 ou 2 charrettes par village. Pour mon village, je me souviens bien, il y avait 22 charrettes, rien que pour ce village. Et combien pour tout le district de Baraï? Pour chaque village, 20 charrettes. Et pour tout le district de Baraï, il y avait 13 villages. Comment voulez-vous que je me souvienne des visages des gens? Les charretiers comme les déportés n'avaient rien à manger. On est arrivé le ventre vide. Si on nous disait d'emmener les gens, on les laissait là-bas. On les déchargeait là-bas. Puis on revenait au village. Le lendemain, ils demandaient 4 charrettes par village pour retourner prendre les vêtements. On ne nous disait pas d'aller chercher des vêtements, mais des prises de guerre à Chamkarondong. Arrivés là-bas, ils nous ont dit qu'il ne restait plus rien. Les autres villages avaient déjà tout pris la veille. On est revenus les mains vides. En cette année 76, les purges s'étendent au Khmer rouge modéré. Le ministre du Commerce Koytun, responsable de la zone nord, est un des premiers visés. Comme la récolte de riz a été mauvaise en raison de la sécheresse, c'est l'ensemble du ministère qui est accusé de sabotage et de collusion avec la CIA. Lors d'une perquisition, les services de sécurité de Pol Pot découvrent dans les affaires de Licita les lettres de Bopana et un faux laissez-passer. Dans leur paranoïa, les Khmers rouges pensent avoir démantelé un important réseau d'espionnage au profit des Américains. Licita, dit camarade d'Ette, est arrêté le 19 septembre 1976. Quand le convoi de Bopana arrive à Chamkarle, commence un effroyable massacre d'hommes, de femmes et d'enfants déshabillés, tués méthodiquement l'un après l'autre et jetés dans des puits. Bopana est écarté du groupe à la demande d'un cadre khmer rouge. On lui bande les yeux avant de la faire monter dans un camion pour Phnom Penh. Bopana est incarcéré au centre S21. S pour sécurité, 2 pour deuxième bureau, 1 pour frère numéro 1, Pol Pot. Avant les Khmers rouges, c'était un lycée. La détention de Bopana commence le 12 octobre 1976. Quand le camion nous a amenés ici, ils nous ont fait descendre. Puis ils nous ont bandé les yeux. Ensuite, ils nous ont fait entrer et asseoir par terre environ une demi-heure. Un photographe est venu me prendre en photo contre le mur du bâtiment. Ensuite, on nous a emmenés dans la cellule du dernier étage en nous mettant un cadenas au pied. Environ 10 jours plus tard, on a commencé à m'interroger. Ils m'ont bandé les yeux, puis ils m'ont conduit dans une maison en dehors. Je ne sais quelle maison parce que j'avais les yeux bandés et je ne voyais rien. L'interrogatoire a commencé à 7 h du matin jusqu'à 11 h. L'après-midi de 14 h à 17 h. La nuit de 18 h jusqu'à 23 h. Je n'ai jamais rencontré de Français, ni d'Américains, ni de Vietnamiens. J'ai cherché à savoir avec insistance si j'avais rencontré des Américains ou si j'avais trahi. Je ne savais rien de cette histoire de trahison. Si j'avais trahi, il fallait que je sois complice avec les étrangers ou que je veuille tuer un membre du parti. Mais je ne comprenais rien à cette histoire de trahison. Alors j'ai dit que je n'avais rien fait. Alors il me frappait pour avoir la réponse. Il me donnait les réponses à l'avance. Tu dois me répondre ça, 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 et j'arrête de te frapper. Comme j'avais peur de souffrir, je n'avais plus peur de mourir. Je répondais comme ils le souhaitaient, ils enregistraient ma réponse au magnétophone et donnaient la cassette au parti.
Ils arrêtaient alors de me torturer. Bopana est incarcérée dans le bâtiment réservé aux femmes. La nuit, elle entend des cris déchirants de supplication. Bopana pense à Licita. Elle ignore qu'il est là, enchaîné dans une autre salle de classe, déjà meurtri par les coups. Il écrit, réécrit des confessions ineptes, selon les injonctions de ses tortionnaires. Il doit reconnaître qu'il a été manipulé par Bopana et a trahi la révolution. Bopana avoue des relations imaginaires avec la CIA. Elle évoque les noms de ses proches à Baraï qui sont ensuite arrêtés. Son ancien professeur de lettres à Kampong Thom, Mam Nai, devenu commissaire politique à S21, conduit ses interrogatoires. Le directeur du centre, Deutsch, un ancien instituteur, souligne à l'encre rouge les confessions et les lettres. Sans intérêt, écrit Deutsch dans la marge. Déjà donné les instructions pour la suite de l'interrogatoire.รูปนี้ខ្ញុំសម័យទេការសម័យរបស់ខ្ញុំអត់ឃើញទេទស្សនភាពនេះមិនចឹងហ៎ខ្ញុំអត់ឃើញទស្សនភាពនេះថាវាយ៉ាងណាខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពឃើញទេប៉ុន្តែការសម័យរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំឮសម្រែកក្មេងៗនឹងម្ដាយដែលប្រទៀងបន្ទង់នៅលើណាបាទសំរុំឯប៉ុណ្ណឹងបាទអាចប្រវាយបតប់នេះអញ្ចឹងនេះបាទកុំចិត្តតែបានណាហ្នឹងពីក្នុងខ្លួនយើងឲ្យដឹងថាមែនណាចំណងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំអត់មានបខំឲ្យងុយឯងឆ្លើយទេហ្នឹងហើយទោះបីបខំខ្ញុំក៏បើមិនពិតក៏ខ្ញុំមិនថាដែរអូខេបាទខ្ញុំឯកភាពអាហ្នឹងរឿងវាអញ្ចឹងមែនបើអញ្ចឹងមិនយកកូនគេយើងសម្លាប់ចោលទេរូបនេះខ្ញុំអត់ឃើញទេហ្នឹងក៏អញ្ចឹងមែនខ្ញុំអត់ឮទេប៉ុន្តែមានម្នាក់គេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគេហើយប្រាប់79ណាគេថានៅចង់ដឹងកន្លែងច្បាស់ក៏គេប្រាប់ដែរកាលហ្នឹងគេនាំខ្ញុំទៅមើលកន្លែងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងហួសហេតុអត់រូបនេះហ្នឹងអត់ហួសហេតុទេបាទបើតាមត្រូវគិតអត់ច្បាស់បាទខ្ញុំអត់នេះទេគិតអត់ច្បាស់ហ្នឹងឯងរូបនេះពេលធ្វើរនកម្មនេះខ្ញុំក៏មិនដែលទទួលដែរតែអ្នករងគ្រោះគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងគុកឡើយបាទឧបករណ៍នេះឧបករណ៍រកឃើញក្រោយទេតែស្រាវជ្រាវរកឃើញក្រោយគេប្រាប់ថាគេបានយកនេះយកទៅគៀបកញ្ចក់ដកកញ្ចក់ហើយហ្នឹងហើយតកម្មមកទៅពើហ្នឹងហើយដកហើយលេងចាក់អាកុលពីលើនេះទៀតតែវាអាចមានទេអត់កាលហ្នឹងមានមែនទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំគូហ្នឹងមិនខុសទេបើអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំជឿថាមាន 100% ហើយអានេះហ្នឹងក៏ដូចគ្នាហ្នឹងហើយពីព្រោះជាពិសេសរឿងអាមេងអីហ្នឹងគឺវាថា4នាក់ណាវាយប្រដាក់គ្នាដូចខ្យងហ្នឹងវាយវាអាមេងប្រាប់ខ្ញុំកាលណាក្នុងគុកណាវាបែកខ្នងអស់ឥឡូវវាទៅណាខ្ញុំមិនដឹងទេអាមេងរូបនេះមានទេរូបហ្នឹងមិនមានរូបនេះអត់មានណានិយាយប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំឃើញហ្មងហើយខ្ញុំអត់បានឃើញទេប៉ុន្តែប្រហែលជាមានចឹងហេកុំនិយាយប្រហែលពួកខ្ញុំអត់បានចេញចូលកន្លែងនេះខ្ញុំឃើញវាចៃដន្យទេពេលគេយល់អ្នកទោសចឹងគេបិទទ្វារបន្ទប់ខ្ញុំអស់ហើយមែនទេហ្នឹងហើយប៉ិនវាបិទវាអត់ចិត្តវាប្រហើបតិចទៅចំមកកន្លែងខ្ញុំអង្គុយគូហ្នឹងដល់ខ្ញុំកលេចអត់ទេមិនលួចទេខ្ញុំកលេចទៅវាឃើញអ៊ូអែក៏កលេចទៅឃើញអញ្ចឹងមកផ្លែតកាត់ពីមុខខ្ញុំហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ឃើញនឹងភ្លាមខ្ញុំអស់ហើយអស់អត់អីប្រភ័យបាទប្រភ័យក្នុងខ្លួនភ័យណាស់កាលហ្នឹងប៉ុន្តែមានអាចមានទេបាទដូច្នេះរូបទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនប្រឌិតឡើងទេរូបទាំងអស់នេះត្រូវទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយពីការពិតហើយមិនមែនចង់កាច់មូលអ្នកណាទេខ្ញុំនិយាយពីសភាពជីវិតអ្នកទោសដែលរស់នៅក្នុងនេះក្នុងនោះមានខ្លួនខ្ញុំផងខ្ញុំមុននឹងចោះមកគូរូបបម្រើការឲ្យគេនេះគឺខ្ញុំទទួលវេទនាដោយអារូបធំនោះដែលរូបមួយនេះ
នេះអានេះបន្ទប់ដែលខ្ញុំរស់នៅសម័យហ្នឹងណានៅលើចន្ទនេះចន្ទទី2ឲ្យលើផុតណាទាំងអស់នេះខ្ញុំចាំក្នុងគួរខ្ញុំច្បាស់ណាស់កាលខ្ញុំក៏នៅក្នុងអណ្ដងខ្នោះនៅហ្នឹងនៅចុងគេទាំងអស់ពេលដែលអាប៉េងនេះធីឡើងទៅយកខ្ញុំឡើងទៅយកខ្ញុំដោះសោខាងមុខនេះចេញយកពួកនេះចេញអស់ដាក់ខ្នោះឲ្យអស់បានយកខ្ញុំចេញបានយកចេញមកគូរូបណាហើយទស្សនវិជ្ជានេះគឺខ្ញុំរស់នៅមុននឹងចោលទៅធ្វើការខ្ញុំរស់នៅអញ្ចឹងខ្ញុំស្គមដើរលេងរួចហើយបានយកទៅធ្វើការហ្នឹងបានធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំងាប់កាលអីកាលទេពេលហ្នឹងមិនតែចេះធ្វើសិនចេះធ្វើទៅគេឲ្យធ្វើអីចេះធ្វើទៅហ្នឹងហើយអត្តន័យក្នុងក្តារខៀននេះខ្ញុំចម្លងចូលទាំងអស់នេះទី1អានេះខ្ញុំចូលទៅដល់ព្រាមនេះយាមពីកោះអាក្តារខៀនផាំងហើយងាកមុខមកកណាទាំងអស់គ្នាអាណាចេះអសអាណាគេស្ដាប់ហាមិនឲ្យនិយាយគ្នាឬខ្សឹបខ្សៀវទោះស្គាល់ឬមិនស្គាល់មានន័យវែងណាហើយស្គាល់នេះក៏ដោយមិនស្គាល់ក៏ដោយឲ្យហៅមកនិយាយទេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបន្តមកមានអញ្ចឹងអានេះគុំហូរហើយដែរប៉ុន្តែបើតើហុយឯងថាអត់មានក៏ខ្ញុំអត់ជឿទេព្រោះខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមែនទេបាទព្រោះខ្ញុំអត់មានបដិទ្ធទេរឿងរូបទាំងអស់នេះខ្ញុំគូឡើងអត់មានបដិទ្ធចំណុចណាទាំងអស់គឺខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនកាច់មូលអ្នកខាងណាធ្វើទេខ្ញុំនិយាយពីជីវិតអ្នកទោសក្នុងនាមជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងហ្នឹងទេណាបំណងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងអានេះអ្នកទោសនៅក្នុងអាបន្ទប់ទូចតូចអានេះវា100%ហើយបាទគឺ100%ហើយខ្ញុំគូកាលឆ្នាំ80បើគិតមកវា15ឆ្នាំហើយរូបអស់នេះណាបាទបែកគ្នាខ្ញុំចាប់គូគំនិតខ្ញុំមានតាំងនៅក្នុងគុកហ្នឹងគិតថាធ្វើថ្ងៃក្រោយស្រុកប្រែប្រួលសានត្រាននេះខ្ញុំឲ្យគេដឹងពីការស្លាប់របស់មនុស្សនៅក្នុងនេះណាខ្ញុំគូនេះមិនជារឿងខ្លាំងប្រឡំទេមែនទេវាពិតទេ Bopana endure ce calvaire pendant 6 mois. Ce sont au total 1 millier de pages de confession arrachées sous la torture. Bopana incarne ces gens instruits, ces plantes parasites qu'il faut éliminer. Des 20 000 détenus du centre de détention S21, cadres Khmer rouges, ouvriers, paysans, intellectuels, 7 seulement ont survécu. Pour affirmer son identité, sa résistance à la barbarie, son amour pour Dette, elle signera ses confessions du nom de Seda Dette, ou Seda de Dette. Un jour de mars 1977, en fin d'après-midi, un responsable du centre vient une fois de plus vérifier l'identité de Bopana. On faisait entrer le prisonnier dans la cellule et on lui mettait les fers aux pieds et on le laissait dormir là. Une fois que l'on a fermé le cadenas à clé, Peng, le chef de la sécurité, emportait la clé dans son bureau. On fermait la porte. On mettait le loquet ici. Il y a un gardien par secteur. Il doit toujours marcher en faisant l'aller-retour, comme ça. Quand je venais chercher les prisonniers avec le chef de la sécurité et le responsable du registre, on appelait d'abord le nom du prisonnier. Le prisonnier répondait. Alors, on l'attachait avec une corde, ou on lui menottait les mains.
On lui bandait les yeux, on le libérait de ses fers, puis on le sortait de sa cellule. Moi, j'emmenais un détenu et je restais près du camion pour les ranger. On emmenait les prisonniers en les tenant par le bras, leurs mains attachées dans le dos. On leur interdisait de crier. S'ils criaient, on les frappait. Quand on les mettait dans les camions, certains disaient « Vous allez nous tuer ». Alors je leur répondais « Non, personne ne vous fera rien. Montez dans le camion et restez silencieux. Si vous criez, on vous frappera. » Je mettais une chaise, je les aidais à monter sur la chaise. Puis, d'un autre pas, ils montaient dans le camion. Parfois, on emmenait 15 personnes, 20, 30 ou 40. Alors on les répartissait dans 2 camions. Je vais vous raconter. Quand on emmenait les prisonniers, je conduisais le camion. Arrivés ici, on les faisait descendre et on les mettait dans une cabane. C'est à ce moment-là que les grands chefs sont venus. On mettait les prisonniers dans la cabane jusqu'au moment où on nous disait que c'était l'heure de l'exécution. Alors je relevais leur nom à nouveau. Après, on emmenait ces hommes un par un. Le chef était déjà au bord de la fosse pour surveiller. Le directeur d'Ush était déjà près des fosses. On emmenait les hommes et les permanents sur ce lieu commençaient à les exécuter. Ils frappaient les prisonniers un par un. Alors le chef d'Ush dit « Camarade Hoy, tu as décidé de tuer ?» Je lui ai répondu « Je n'ai pas peur, grand frère. » Et moi, je n'ai fait que frapper. Quand on emmenait les prisonniers, je restais là, avec les autres, pour relever les noms. Et les gens d'ici les emmenaient un par un à l'exécution. Le directeur d'Ush me dit alors « Camarade Hoy, tu n'oses pas tuer des hommes ?» Je lui ai répondu « J'ose. » Alors j'ai pris une tige de fer à quelqu'un. J'étais debout. J'ai dit aux prisonniers de s'accroupir. Et j'ai frappé. J'ai frappé ainsi 5 personnes. Mais je ne les ai pas égorgés. J'ai seulement frappé pour les autres, 5 personnes. Et cela seulement quand le directeur était là. Sinon, je ne faisais que relever les noms des exécutés. Quand les prisonniers arrivaient, on les faisait s'accroupir comme ça. Parfois, on leur disait de rester debout. Ou alors on les faisait s'agenouiller comme ça, les mains attachées derrière le dos. Et un tissu bandait les yeux. Et on les frappait. On les frappait au cou, ici. Une fois tombé, on l'égorgeait et on le jetait dans la fosse.
J'ai attendu cette nouvelle depuis des années. J'attends jusqu'à ce que je sois malade, épuisée, presque morte. Je voulais savoir s'ils étaient morts ou vivants. Je ne voulais savoir que ça. Et maintenant, je le sais. Et maintenant que je le sais, je n'ai plus que des larmes. Et je sais que mes enfants sont morts. Depuis hier, je n'ai pas pu fermer les yeux. J'ai le tourment dans mon cœur. Il s'aimait très fort. Il disait, si nous mourons ici, maman, enterre-nous côte à côte. Il me manque. Il me disait de les enterrer côte à côte à la pagode de Wat Po s'il leur arrivait quelque chose.